Et je pense que c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Avec vous, Fouad Alakad. On est reparti sur un nouveau webinar. On va attendre, pas vraiment attendre, on va échanger un petit peu ensemble. Plutôt, je vais faire un monologue pendant une minute pour essayer d'attendre les derniers petits retardataires. Déjà, avant de démarrer, de faire mes bonjours, mes présentations, est-ce que vous m'entendez? Donc, vous avez un chat disponible, il y a le chat disponible. Donc, les premiers mots, génial, on m'entend. Donc, vous êtes là avec nous, je suis super content, je vais vous retrouver. C'est mon deuxième webinar avec vous. On avait fait un premier webinar en expliquant les conceptions, plutôt les concepts, sorry, les concepts de l'hyperconvergence. Et là, on va rentrer un peu plus en détail sur une des solutions qui est leader du marché, entre autres, celle de Nutanix. Donc, vraiment, on va un petit peu ouvrir le capot de la machine et voir pourquoi elle se différencie, pourquoi cette petite start-up, en fait, qui était pas très grande, en fait, il y a 10 ans, a vraiment explosé aujourd'hui pour devenir vraiment une solution SDDC. Et donc, on va voir un petit peu, mais là, il y a beaucoup de produits chez Nutanix, mais là, on va vraiment se focaliser sur l'hyperconvergence. Je vois que j'ai du monde de partout, j'ai du monde de la France, du monde du Maroc, du monde de la Côte d'Ivoire. Vraiment heureux de tous vous retrouver. Je suis très loin, je suis au Qatar pour ma part, mais mon cœur est tout proche de vous. Tunisie et d'autres. On va commencer. Merci la Touraine. Bonjour la Touraine. Bonjour la France. Bonjour la Tunisie. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour le Maroc. Bonjour le Middle East. Et bonjour la Suisse. Bon, je pense que je vais pas tous citer je vais pas citer tous les pays. Je pense que le but c'est d'échanger ensemble. On va faire donc un tour sur l'hyperconvergence, la solution plus précisément d'Nutanix. Préparez votre café. Pour ma part, c'est fait. Préparez votre boisson. Et on est parti. Qui suis-je avant tout? Eh ben, moi, c'est Fouad Elakad. Pour ceux qui ont eu la chance, ou j'ai eu l'honneur, qui me suivent, moi, j'ai donné un cursus intégral sur la formation VMware dans la plateforme Alform. Je pense que c'est par là qu'on se connaît plus ou moins. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes d'entre vous, physiquement ou virtuellement. J'ai eu beaucoup d'échos. C'est vrai que dans cette formation-là, j'ai donné beaucoup de miens. C'est vraiment plus de 7 ans, 8 ans d'expérience que j'essaie de donner et de fournir vraiment avec des réels use cases. Donc, j'espère que ça vous a été bénéfique. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'ils ont pu monter une infrastructure intégrale VMware, franchement, de bout en bout, uniquement via l'information. Ça m'a rendu extrêmement fier, en fait, de pouvoir donner tout ça. Donc voilà. Voilà qui suis-je par rapport à Alform. Sinon, à côté de ça, j'ai été le principal architecte de la mairie de Paris sur la partie virtualisation, bien sûr, pendant plus de 8 ans. C'était un gros data center, plus de 4000 machines virtuelles, 400 ESX, etc. C'était assez gros. Durant cette expérience-là, j'ai eu la chance de jouer on peut appeler ça comme ça, avec tous les produits de VMware, et aussi j'étais un client Nutanix. Donc, on va dire, j'ai été introduit à la technologie Nutanix, non pas uniquement via Nutanix, car aujourd'hui je suis un employé Nutanix, mais surtout en tant que client, et c'est là vraiment où j'ai vraiment accroché cette solution. Bon, voilà, donc je l'ai dit, je suis aussi système ingénieur chez Nutanix depuis 3 ans. J'ai été basé 2 ans au Maroc et actuellement, ça fait une année que je suis au Qatar. Vous pouvez me suivre, j'ai un blog, mon blog. À chaque fois, je vous dis, il faut que je le mette à jour. Il faut que je le remette à jour, je le dis encore une fois. Twitter, vous pouvez me joindre sur Twitter via mon tweet handle, mon blog. Sinon, au niveau comme je disais, des écussons de guerre, je suis certifié VCDX 283, c'est ma certification d'architecte. Et il y a aussi un équivalent de la certification VCDX qui est la certification d'architecte reconnue auprès de chez VMware, qui est le NPX de chez Nutanix. Et je suis numéro 18. On est à peu près une vingtaine dans le monde. Et pour VCDX, je crois qu'on est un peu moins de 290. Donc voilà, donc le but, c'est pas parler de moi, c'est parler plutôt de Nutanix. J'ai fait tout un webinaire pour expliquer le concept, vraiment le concept, à quoi ça servait. Donc, si jamais vous l'avez raté, récupérez les petits bouts qui vous manquent
sur le webinaire précédent, où j'expliquais vraiment l'avantage réel de l'hyperconvergence, car on ne fait pas ça juste pour le fun. Donc, j'essaie de vraiment rentrer dans le détail en expliquant pourquoi l'hyperconvergence est là pour répondre à certaines problématiques et, entre autres, vient vraiment changer, apporter un nouveau concept au système de stockage. Je vais faire un rappel de 3-4 minutes pour essayer de ramener à niveau les derniers qui n'ont pas pu écouter le webinaire. Grosso modo, qu'est-ce que l'hyperconvergence? Ici, là, vous avez une infrastructure 3 tiers dans ce slide-là. Qu'est-ce qu'on a? On a nos serveurs, c'est-à-dire nos serveurs, ceux que vous connaissez. Node 1, on les appelle, ou serveur, ou hyperviseur, etc. Donc, un serveur physique dans lequel il y a de la mémoire, il y a du CPU, il y a du stockage, et un hyperviseur sur lequel on a installé dessus. Donc, on a 1, 2, 3. Ici, ces petits pointillés représentent le stockage SAN. Hein, c'est vraiment les fibres optiques, les switch brokered, etc. Donc, c'est vraiment tout le réseau de stockage SAN qui est très particulier. Cela représente les contrôleurs. Hein, c'est sur les têtes de stockage, sur les contrôleurs de stockage sur lesquels on vient brancher nos fibres optiques. Et c'est par là que rentrent tous les lectures-écritures. Donc, toutes les lectures et les I/O, on appelle ça input-output, mais toutes les entrées-sorties de stockage passent par ces deux entrées-là. Et ensuite, on a nos petits disques. Qu'est-ce que c'est que l'hyperconvergence? On a complètement remplacé ça. On a dit, non, excusez-moi, pas remplacé ça. On a éradiqué ça. On l'a complètement supprimé. On n'a plus, avec l'hyperconvergence, physiquement parlant, on n'a plus de switch SAN, on n'a plus de bed stockage, on n'a plus ça, on n'a plus de fiber channel, on n'a plus du tout ça. Qu'est-ce qu'on a à la place? Eh ben, en fait, on a à la place, on a un réseau Ethernet qui vient plus ou moins combiner tout ça. On a un réseau Ethernet. Quand je dis réseau Ethernet, c'est un réseau normal. C'est-à-dire que j'ai un réseau 10 gigas. Quand je dis réseau normal, il doit être 10 gigas, mais c'est un réseau IP. La seule obligation, c'est qu'il soit au minimum 10 gigas. J'ai encore des bonjours Paris et bonjour, etc. Donc, je vois sur le côté. Donc, bonjour Paris, bonjour la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai toujours sur lequel je viens connecter mes réseaux, mes serveurs, je viens les connecter à ce réseau 10 gigas, Ethernet, IP, ça peut être du Cisco, ça peut être du Dell, ça peut être du Lenovo, ça peut être du HP, Baroda, etc. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. On est complètement agnostique en termes de réseau. On vient juste connecter mes serveurs à ce réseau 10 gigas via des cartes, via FC ou même 10 bases T, ça veut dire en cuivre, ou en cuivre. Sur quel réseau? Pour les questions, je vais répondre, mais peut-être que c'est bon que je vais classer ce point-là. Quand je dis je viens connecter au réseau, vraiment, vous aurez en réalité dans votre rack des switches top of rack. Vous aurez des switches top of rack dédiés qui seront 10 gigas, qui seront là dédiés à votre solution d'hyperconvergence. Donc là, ça veut dire que mes serveurs, je vais les connecter à des switches top of rack à travers mes cartes. Hein. Donc ça va être un réseau à travers ceux des ports SFP+, ou du 10 bases T, c'est-à-dire du cuivre, et je vais les connecter à mon switch top of rack pour donner du réseau IP avec une adresse IP, etc. Donc, c'est un réseau complètement classique. Donc, je viens connecter tous mes serveurs via ce réseau, on va dire, à haute capacité, au moins 10 gigas. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chacun des serveurs a en son sein, c'est-à-dire à l'intérieur, connecté physiquement. Donc, quand vous regardez en façade de vos serveurs, vous avez des disques sur le serveur. C'était connu pour brancher, pour déployer le système d'exploitation. D'habitude, on utilise ces disques-là pour déployer le système d'exploitation du serveur sur ces disques. Aujourd'hui, on va utiliser cette même capacité locale de disque, mais pour offrir du stockage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cet emplacement de disque, on va y brancher des disques SSD et HDD, donc des disques mécaniques et du disque SSD, ou du full flash, ou du full NVMe, si on a vraiment besoin de performance. Et donc, on va mettre des disques sur chacun des serveurs. Sur chacun des serveurs, on va mettre des disques SSD, HDD, etc. Donc, au minimum, il doit y avoir du SSD sur chacun des serveurs. Et quand on va interconnecter chacun des serveurs, eh ben, ça va nous créer cette solution d'hyperconvergence. On va les interconnecter entre eux via un contrôleur VM, via notre solution Nutanix qui tourne dans une VM qu'on va appeler contrôleur VM. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Je vais rentrer un peu plus en détail d'ailleurs. Donc, chacun des nœuds vont se connecter les uns aux autres via le réseau 10 gigas et via une machine virtuelle dans laquelle est installé notre logiciel Nutanix. Et c'est ce qui va créer en fait un pool de stockage unique. Un pool de stockage unique.
Donc, si jamais je regarde, j'ai une plateforme de démo, ça tombe bien. Ça, c'est une plateforme VMware. C'est une plateforme VMware. Vous reconnaissez bien VMware, le vSphere client. Qu'est-ce que j'ai en réalité? J'ai 3 serveurs physiques. J'ai 3 serveurs physiques. Donc, si je vais sur Datastore, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, j'ai des datastores différents, mais je peux créer plusieurs datastores, mais je peux avoir un seul comme plusieurs datastores. Donc, je vais avoir un datastore et en fait, ce datastore-là qui va être présenté à tous les serveurs, à tous ces serveurs-là, donc au serveur 2, 3, etc. Et ben, ça sera le même datastore qui sera présenté à tous. Mais comment on a fait ça? C'est qu'on a agrégé l'ensemble des disques, on a agrégé l'ensemble des disques locaux pour créer un pool de stockage unique. Et ce pool de stockage unique est présenté à tous les serveurs pour y déployer des VM. Pour y déployer des VM, on a un data store qui est présenté. Donc, c'est l'agrégation de tous les disques. C'est ça l'hyperconvergence. Ces disques-là, cette solution-là, en fait, elle apporte aussi toutes les fonctionnalités des baies de stockage high-end, on appelle ça de dernière gamme, de plus haute gamme. Entre autres, vous apportez le tiering, ça veut dire que si une donnée est chaude, elle va monter sur SSD, si une donnée est froide, elle va tomber sur la HDD. Vous aurez de la compression, vous aurez de la déduplication, vous pourrez faire de la réplication, vous aurez on va contrôler l'intégrité de la donnée, etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc physiquement parlant, déjà, quand on regarde une infrastructure, ça simplifie physiquement parlant cette infrastructure-là. Donc là, j'ai pris un exemple d'une architecture. Qu'est-ce qu'on a? On a des switches réseau. On a un switch réseau ici tout là-haut. On a des switches de stockage, donc nos switches SAN. On a potentiellement ici, je vois 2 châssis ou un châssis de blade server ou des serveurs, etc. On a des contrôleurs de stockage et on a des disques. Donc c'est tout ça en fait. Tout ça qu'on est venu remplacer. Et qu'est-ce qui nous reste? Là, par exemple, là, j'ai 4 blocs, donc j'ai 4 châssis, 4 serveurs, 1, 2, 3, 4, qui sont connectés à uniquement 2 réseaux, à 2 switches de réseau. Et ce switch et cette solution-là, c'est vraiment réellement l'équivalent de ça. Donc, ça va vous apporter le stockage, la virtualisation, etc. Et en prenant beaucoup moins de place sur votre arc et en simplifiant énormément tout ce qui est cabling, parce que là, vous avez 2 systèmes de cabling différents. Vous avez du stockage IP avec la fibre channel et vous avez du fibre ou toujours du fiber channel dépendamment ce que vous connectez sur vos switch réseau. Là, j'ai uniquement mes câbles de réseau Ethernet, c'est tout. Donc, ça simplifie le câble management. Ça prend beaucoup moins de place dans une baie et ça simplifie la vie. Donc, je répète encore une fois. Pour les questions, je vais garder un petit 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions là. On pourra revenir sur les slides. Donc, je répète, on a complètement remplacé cette baie de stockage-là, ce réseau SAN, on l'a complètement remplacé. Mais comment on a créé notre solution, j'en ai déjà parlé dans le slide précédent, en fait, c'est qu'on a mis une contrôleur VM. Au lieu d'avoir des contrôleurs physiques de stockage, donc si j'ai contrôleur physique 1, contrôleur physique 2, sur chacun des serveurs physiques, on a installé déjà l'hyperviseur de notre choix. Donc, on est solution hyperviseur agnostique. Donc, on peut installer Hyper-V, on peut installer VMware, on peut installer notre propre hyperviseur. Il y aura un webinaire dédié dans 15 jours sur ça, qui s'appelle AHV. Et on peut déployer l'hyperviseur de notre choix et sur lequel on va déployer notre VM à nous, qui est une CVM, un contrôleur VM, qui est le contrôleur de stockage Nutanix. Et quand on va interconnecter l'ensemble de ces contrôleurs VM, ça va agréger tous les disques ensemble pour nous créer un pool de stockage unique qui sera présenté à tous les serveurs. En démo, je vais vous rentrer un peu plus en détail comment c'est fait. À ne pas oublier que c'est pour créer ce cluster-là, il faut que je connecte l'intégralité faut que je connecte tous mes nœuds à travers un réseau IP en 10 gigas. Cette CVM-là, c'est très important de parler, elle ne fait pas que gérer l'hyperconvergence, elle va vous offrir d'autres services. Déjà d'une, elle va vous apporter la console de management. Dans cette contrôleur VM-là, vous avez une console de management intégrée, ça veut dire que je peux être l'utilisateur un FWAD, je vais venir me connecter là à cette contrôleur VM. Là, je vais obtenir une interface de gestion qui s'appelle Prism. Si je suis un autre admin qui s'appelle
Eric, ben, je vais pouvoir me connecter à cette contrôleur-là. Je vais obtenir aussi une interface de gestion, mais qui sera exactement la même que celle-ci. En fait, c'est une interface qui est en cluster, qui est distribuée intégralement. Donc, ça veut dire que chacun des utilisateurs, chacun des utilisateurs peut se connecter à n'importe quel des contrôleurs VM. On aura la même interface de gestion. C'est une interface de gestion qui est hautement disponible et qui est distribuée à travers toutes les VM. Donc, ça veut dire que même si un serveur tombe en panne, il n'y a aucun problème. Même si celui-ci tombe en panne, sans aucun problème, je peux me reconnecter à celui-ci ou celui-ci. J'aurai toujours la même fenêtre de management. Donc, je pourrais piloter, gérer mon stockage, etc. Premier point, donc elle fait gestion, cette contrôleur VM, elle offre une console de gestion. Second point, elle offre vraiment une plateforme de monitoring avancée. Vous pourrez aller très loin dans le monitoring, surtout en termes d'IOPS et même sur toutes les VM. Et c'est vraiment hyperviseur agnostique. Que vous soyez sur Hyper-V, que vous soyez sur VMware ou que vous soyez sur AHV, vous aurez la même finesse de monitoring. Vous pourrez monitorer la mémoire, le CPU et les IOPS, c'est-à-dire les lectures-écritures, de manière très fine et granulaire. Donc, elle fait management, elle fait monitoring, elle gère votre stockage, of course avec cette gestion de l'hyperconvergence et elle gère aussi votre réplication. Donc, cette contrôleur VM là, elle prend 32 gigas par serveur. Vous allez me dire, ah, ça fait un peu beaucoup. Mais en fait, pour pouvoir avoir toute solution de stockage a besoin d'avoir de compute. Toute solution de stockage, avant qu'on avait une baie de stockage, c'était mes tête de stockage contrôleur physique qui faisait cette gestion d'entrée-sortie, qui faisait ce tiering-là. À l'intérieur, c'est du caching et du CPU, hein, pareil, hein, c'est du caching et du CPU. C'est-à-dire, quand je parle du caching, c'est de la mémoire. Qui faisait cette gestion d'IOPS, qui recevait les IOPS, qui les écrivait sur les disques, qui assurait ce data tiering, qui assurait le data rebuild. Et ben, ce compute-là, en fait, il n'est plus utilisé en termes physiquement sur des têtes de stockage là, mais il est utilisé sur chacun des serveurs. Toutes les solutions du marché ont besoin, je parle toutes les solutions du marché ont besoin, consomment des ressources de votre serveur, consomment des ressources de votre serveur physique pour faire cette hyperconvergence-là. Il y en a qui parlent de 10%, il y en a qui ont des contrôleurs VM à 96 Go de RAM. Toutes les solutions du marché ont besoin de compute pour pouvoir gérer votre solution d'hyperconvergence. Chez Nutanix, chacune des CVM, pour avoir toutes les fonctionnalités que vous souhaitez, compression, déduplication, ça va être 32 Go de RAM. Le minimum, ça va être 24. Mais nous, on a bien sizé à 32. Comme ça, au moins, on est sûr que dès que vous avez besoin d'une fonctionnalité, elle est déjà inclue dans la capacité de la contrôleur VM. Et donc voilà, donc on a interconnecté ces contrôleurs VM. Ces contrôleurs VM, il y en a une par serveur. Et qu'est-ce qui est aussi la beauté de ça, c'est qu'avec la solution d'hyperconvergence, en fait, j'ai une vraie scalabilité. Imaginez-vous que chacun des serveurs, j'ai un petit peu mes images qui partent et qui reviennent, je suis désolé, hop, je reviens en arrière. Chacun des serveurs, imaginez-vous, parce que chacun des serveurs a son propre contrôleur de stockage et du disque local, imaginez-vous que chacun des serveurs a une capacité de 25 000 IOPS, car ce contrôleur-là de stockage-là va apporter sa propre capacité. Entre autres, il va gérer les IOPS de ce serveur-là. Donc, imaginez-vous que ce serveur-là a 25 000 IOPS-là, ce serveur-là aussi 25 000, ce serveur-là a 25 000. Donc, ça me fait un cluster global à 75 000 IOPS. Quand je rajoute un serveur, la beauté de l'hyperconvergence, quand je rajoute un serveur, ce serveur-là vient aussi avec sa propre capacité d'IOPS. Donc là, quand je rajoute un serveur, il va me rajouter de la RAM, de la mémoire, du CPU et aussi une performance IOPS, entre autres 25 000 IOPS. Donc, mon serveur va monter à 100 000 IOPS. Mon cluster va monter à 100 000 IOPS. Ça, je l'ai très bien expliqué dans le webinaire précédent. Donc, je vous invite à le revoir. On va aller en détail plus loin. Vous allez plutôt en détail. Je vois que je suis déjà en retard, donc je parle beaucoup. Donc, on va reprendre maintenant comment marche en deep dive cette solution Nutanix. En réalité, là, c'est des nœuds. Là, c'est non Nutanix. Je vais l'appeler non Nutanix. Non Nutanix. Non Nutanix, comme ça. On le note bien. Ça, c'est une solution non Nutanix d'hyperconvergence, comme on en a plusieurs sur le marché, car en fait, l'idée aussi, c'est de démarquer pourquoi Nutanix est là et quelle est la différence par rapport aux autres solutions. Alaykoum salam, Adil. Donc voilà, donc j'ai déploie une VM, donc j'ai chacun des nœuds Node 1, Node 2, Node 3, Node 4. Node 1, Node 2, Node 3. On me demande le lien du webinaire. Est-ce que on va copier le lien du webinaire précédent pour ceux qui souhaitent le regarder. Donc là, j'ai un node, deux nodes, trois nodes, quatre nodes.
imaginez-vous que j'ai une VM, les solutions non Nutanix, d'hyperconvergence hors Nutanix, qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est qu'ils vont déployer votre VMDK sur un des disques ici et le réplica pour protéger ma donnée. Bien sûr, car je déploie un premier disque ici et un second. Et pour protéger ma donnée, je vais déployer le second disque sur un autre des serveurs, car si celui-ci tombe en panne, eh ben, j'ai besoin de pouvoir retrouver ma donnée quelque part d'autre. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai ma VM qui migre d'un serveur à un autre, car vous avez du vMotion, car vous avez du DRS. DRS permet de migrer automatiquement les VM d'un serveur à un autre. Si ma VM a besoin de plus de ressources, si ma VM a besoin de plus de ressources, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Ça veut dire que quand ma VM a besoin de faire une lecture, elle va devoir passer constamment à travers le réseau, constamment à travers votre réseau 10 gigas pour pouvoir faire une lecture. Si ma VM a besoin d'écrire, bah là, ça va être pas une seule lecture, mais deux écritures à travers le réseau, une et deux, ce qui a un impact. C'est pour ça que d'autres solutions du marché vont vous recommander obligatoirement, mais vraiment obligatoirement, d'avoir un réseau 2 fois 10 gigas pour le stockage et un réseau 2 fois 10 gigas pour vos VM. Ce qui va vous rajouter plus de ports sur votre switch, car il y a vraiment énormément d'accès à travers le réseau. Énormément à travers le réseau. Donc voilà, ça c'était les solutions non Nutanix, comment elles fonctionnent. C'est que généralement, quand on déploie des disques VMDK sur les nœuds, eh ben, ces disques restent sur ces nœuds-là et ne suivent pas la VM. Donc chaque fois que j'ai besoin de faire une lecture-écriture, je vais devoir passer à travers mon réseau. Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est que là, je vais vous expliquer Nutanix, comment il fonctionne à travers cette gestion de la donnée. Déjà, à savoir que Nutanix, quand on a une VM, forcément, on a un VMDK. Si on marche avec l'hyperviseur VMware, on a un VMDK. Et comment Nutanix fonctionne? Et ben, on va prendre ce VMDK-là, on va le couper en petits bouts, en des chunks of data, des petits bouts avec une granularité à peu près de 4 mégas, des petits bouts de données. Là, je travaille beaucoup en anglais, donc j'ai les mots qui me viennent en anglais actuellement en tête. Des chunks of 4 mégabytes, des bouts de données de 4 mégabytes. Donc, on va prendre ce disque-là, on va le couper en petits bouts de 4 mégabytes, et ces disques, ces petits bouts de 4 mégabytes, eh ben, chacun va avoir sa propre identité à travers des métadatas. Je pense qu'on pourra même limite faire un deep dive 2 pour aller encore plus loin, mais à savoir qu'on a des métadatas. Qu'est-ce que c'est qu'une métadata? C'est de la donnée qui vient qualifier une donnée. Comme quand vous prenez une photo avec votre smartphone, vous prenez une photo, ben, quand vous regardez les propriétés de la photo, ben, vous savez où est-ce qu'elle a été prise via la position GPS, via la position GPS, ou sa date, sa résolution, etc. Ça, c'est des métadatas, c'est de la donnée qui vient qualifier de la donnée. Et bien pareil, tous ces petits bouts de données, on va avoir des métadatas qui vont être affiliés à chacun de ces petits bouts de données. Je cherche le mot chunk of data, l'équivalent en français, j'ai du mal à trouver. C'est pas grave. Vous m'avez compris. Les tronçons, peut-être. Écrivez-le moi sur le chat, ça m'aiderait. Merci. Chacun des petits bouts de données, eh ben, on va lui apporter, on va qualifier chunklet. On va qualifier cette information. On va lui dire est-ce qu'elle est chaude ou est-ce qu'elle est froide. Est-ce que je dois la placer sur SSD ou est-ce que je dois la placer sur HDD. Où est la première copie? Où est la seconde copie de réplica? Aussi l'intégrité de cette donnée, c'est-à-dire qu'on va faire à chaque fois un checksum de cette donnée, on va vérifier l'intégrité de la donnée. Donc voilà, j'ai pas mal de données qui viennent qualifier cette donnée-là autour de là, via une gestion des métadatas. Et qu'est-ce qu'on fait du second réplica? Donc là, j'ai la première copie en fait de mes données et la seconde copie de chacun de ces bouts de disque. Eh ben, je vais les distribuer à travers mon cluster. C'est très important. Chez Nutanix, on distribue ma donnée à travers le cluster pour pouvoir apporter une redondance de ma donnée. Ça veut dire que si jamais je perds ce serveur-là intégralement, si je le perds, il tombe, j'ai une panne, etc. Cette VM-là pourra redémarrer ici sans aucun problème, car elle retrouvera ces données sur les autres nœuds. Donc, vous m'avez compris. Hop. Nutanix, comment fonctionne? On prend le disque virtuel de ma VM, on le coupe en petits bouts avec une granularité à peu près de 4 mégabytes. Et ensuite, on vient on écrit toujours ma première copie localement, on va l'expliquer. Et ensuite, on vient répliquer ma donnée, on vient la distribuer sur tous les autres nœuds. Comment ça se passe concrètement? Quand je viens écrire ma donnée, imaginez-vous que là, j'ai mon application, ma VM, qui a besoin d'écrire une donnée. Déjà, j'écris toujours sur SSD. J'écris toujours sur SSD. Donc, quand ma VM a besoin d'écrire, on vient écrire
toujours sur les SSD locaux, sur les SSD locaux de mon serveur, et ensuite, de manière synchrone, on vient faire une réplication sur les autres nœuds. Donc, on va grosso modo, si j'ai créé une donnée violette, je viens faire une réplication via mon réseau 10 Go sur les autres nœuds de manière synchrone. Donc, j'écris toujours sur les SSD locaux de mes serveurs, toujours sur mes SSD locaux, car ma VM fonctionne sur le nœud 1. Ma VM est en train de consommer de la mémoire du CPU de ce nœud-là, et elle vient donc, on va toujours venir écrire sur les disques locaux, les disques SSD locaux de mon nœud. Et ensuite, je viens répliquer mes données sur les autres nœuds. Pourquoi j'écris toujours localement? Pourquoi j'écris toujours localement? C'est très important parce que quand j'ai besoin de récupérer ma donnée, quand j'ai besoin de la lire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai pas besoin d'aller très loin pour la lire. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je veux la récupérer localement. Ma donnée, vu qu'elle est déjà sur le premier nœud, sur mon premier nœud, elle est déjà sur mes SSD locales. Dès que mon application, dès que ma VM a besoin de lire ces bouts de données, j'ai pas besoin de venir chercher les bouts de données qui sont ici ou ici. Ils sont déjà locales. Donc, je vais les récupérer directement sur les disques locaux de mon serveur. Ça évite d'utiliser déjà le risque, ça évite d'utiliser le réseau 10 Go, et ça apporte un gros boost de performance parce qu'en fait, on va pas très loin. J'ai pas besoin de demander ma donnée à d'autres serveurs. J'ai pas besoin de passer à travers un autre réseau. Je récupère ma donnée sur les disques locaux de mon serveur. C'est ce qu'on appelle la data localité. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, généralement, quand on fait un assessment et on regarde un petit peu le profilage AIO de mon infrastructure, pour une grande partie des clients, et je dirais plus de 90% des clients que j'ai pu voir, ils font plus de lecture que d'écriture. On voit plus de lecture, hein, normal, on lit plus souvent la donnée qu'on l'écrit ou qu'on la modifie. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on fait plus de lecture que d'écriture? Entre autres, là, j'ai 70% de lecture. Et bien, pour 70% des lectures, ma VM va venir les lire localement, sans avoir à aller les chercher à travers un réseau. Et pour 30% des écritures, ben, je vais écrire une copie localement et je vais uniquement le répliquer, l'écrire à travers le réseau. Donc là, vous pouvez voir combien on soulage le réseau. C'est pour ça que généralement, quand on design une infrastructure, deux liens de 2 fois 10 gigas suffit largement pour du Nutanix, car une bonne partie du trafic se trouve à l'intérieur du serveur, et ça, il y a un vrai gain de performance, et aussi ça soulage énormément vos réseaux et ça réduit les coûts parce que vous n'avez pas besoin d'avoir plus de ports sur votre switching physique. C'est ce qu'on appelle la data localité. C'est complètement unique à Nutanix. Il n'y a que Nutanix qui fait ça. Il n'y a que Nutanix qui gère la donnée de manière granulaire de cette manière. Donc, qu'est-ce qui se passe si ma VM bouge? Si j'ai un vMotion ou DRS qui fait bouger ma VM? Je vous ai pris l'exemple précédent avec les solutions non Nutanix. Avec les solutions non Nutanix, quand ma VM bouge, ben, qu'est-ce qui va se passer? L'intégralité des lectures et écritures se passe à travers le réseau. Via une solution Nutanix, et ben, même si ma VM migre d'un serveur à un autre, qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement que cette VM-là qui est détentrice des données orange, bleu et violette ne va se retrouver sur un nœud qu'avec la donnée violette. Et bien, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai besoin, par exemple, de la donnée bleue? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se passer à travers le contrôleur de stockage. Ma VM, vu qu'elle a bougé sur un autre nœud, pour accéder à sa donnée, elle va demander à ce contrôleur de stockage-là, s'il te plaît, tu peux me donner la donnée bleue. Le contrôleur de stockage va analyser à l'intérieur de son stockage, il va voir qu'il n'a pas cette donnée bleue, donc il ne peut pas porter cette data locality. Donc, ce contrôleur de stockage-là va venir interroger les autres contrôleurs de stockage du cluster, entre autres celle-ci et celle-ci. Par exemple, lors de l'interrogation, ce contrôleur de stockage-là va dire, tiens, moi je l'ai de disponible, tiens, peux-tu le récupérer? Tu récupères. Mais qu'est-ce qu'on va bouger? On va bouger uniquement les données qu'on a besoin. Donc, ça veut dire quand ma VM bouge, on ne va pas faire un espèce de copier-coller bête et méchant de toute ma donnée qui se trouvait sur le nœud 1 et on va la bouger sur le nœud 3. On ne va pas faire ça un copier bête et méchant. On va vraiment uniquement bouger la donnée chaude. Donc, ça veut dire que quand ma VM a besoin d'avoir une donnée, elle va récupérer ma donnée sur un autre nœud et la rapatrier localement. Donc, grosso modo, maintenant, vu que ma donnée a été rapatriée, pour les accès en lecture et même modification, bah, ça va se trouver de nouveau local. Donc, je vais de nouveau avoir la data localité. Mais si ma VM n'a pas besoin de ce tronçon, de
ce chunklet de 4 mégabytes, si jamais elle n'en a pas besoin à l'instant présent, elle ne va pas venir le bouger, elle ne va pas venir le rapatrier car elle n'en a pas besoin. Uniquement quand elle en a besoin, elle va venir le rapatrier. Donc, grosso modo, vous avez uniquement la donnée chaude qui vient vraiment suivre votre nœud et qui vient vraiment soulager votre réseau parce que on rapatrie uniquement des petits bouts de 4 mégabits, de 4 mégabytes, et ça soulage le réseau. Et dès qu'on la rapatrie, on la recrée de nouveau localement pour avoir ce gain de performance et soulager notre réseau. Qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe en réalité? En fait, on est dans une session deep dive, donc on va aller un peu plus loin. En réalité, il y a uniquement mon contrôleur de stockage qui a le droit d'écrire. Donc, c'est le contrôleur de stockage qui a accès aux disques durs locaux. Ça veut dire que l'hyperviseur lui-même n'a pas le droit d'écrire sur les disques locaux, sur les SSD. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces SSD ici, ces disques SSD et HDD, on les a montés directement le contrôleur de stockage virtuel. On les a montés dans la VM. On a fait un pass-through. On a monté directement les contrôleurs de stockage à l'intérieur de la VM. Ça veut dire que le contrôleur de stockage est lui détenteur de ces disques. Il n'y a que lui qui peut écrire dessus. Il n'y a que lui qui peut. Donc, ça veut dire que comme la VM a besoin d'écrire, grosso modo, elle va envoyer l'IOPS à l'hyperviseur. L'hyperviseur va envoyer ça au contrôleur VM et le contrôleur VM va venir écrire sur les disques. Et qu'est-ce qui se passe si ma contrôleur VM tombe en panne, parce que ça reste une VM, même lorsqu'on la met, soit elle tombe en panne ou quand on la met à jour, hein, quand on met à jour mon contrôleur virtuel, on met à jour le software Nutanix, on fait un reboot de ma machine virtuelle. Et ben si on fait une mise à jour, ma VM va rebooter. Donc pendant ce laps de temps, grosso modo, c'est comme si j'avais perdu l'accès à mes disques durs locaux. Aucun problème. Mes lectures et écritures vont être redirigées sur les autres contrôleurs de stockage. Donc ma VM qui est ici va continuer à consommer les ressources mémoire et CPU de mon hyperviseur. Et pour tout ce qui est lecture-écriture, là, dans ce cas de figure, elle va passer à travers le réseau 10 gigas pour venir écrire et lire mes données en s'appuyant sur les autres contrôleurs de stockage virtuels. Donc, aucun impact. Ma VM est toujours là. Et dès que ma VM revient, c'est reparti. Ma VM va de nouveau réobtenir cette data localité. Bien sûr, si la donnée est changée, on va la resynchroniser, etc. Très important, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un gros bénéfice d'avoir cette distribution de la donnée. C'est qu'on a vraiment un rebuild, ça veut dire qu'on a une réparation de ma donnée qui est vraiment très performante. L'hyperconvergence va vous apporter la capacité de pouvoir avoir des pannes consécutives. Si je prends un RAID groupe, on va dire bête et méchant, un RAID 5, si je prends d'une bête stockage, un RAID 5 d'une bête stockage, qu'est-ce qui se passe si jamais je perds un disque? Il faut vite reconstruire ma donnée via la parité pour pouvoir reconstruire ma donnée. Mais si jamais je perds un autre disque pendant le recalcul de cette parité-là, je perds toute la donnée de mon RAID groupe. C'est un des problèmes et c'est un des soucis que les bêtes stockage n'arrivent pas à vraiment bien assumer plusieurs pannes consécutives. Et là, je vais vous montrer comment Nutanix permet d'assurer ce cas de figure-là. Je mets un peu d'eau. Vous couperez au montage ou pas. Je suis un humain, je bois de l'eau. Donc, j'ai une VM. Imaginez-vous que j'ai une VM qui écrit ma donnée, etc. Donc, j'ai mon cluster. Et dans ce cluster-là, j'ai dans le disque 3 de ce nœud-là, j'ai toutes ces tronçons de données, tous ces chunks-là de données, tous ces petits bouts de données de 4 mégabytes. Donc, comme je vous ai expliqué, quand un nœud a une donnée locale, ça veut dire mon serveur a une donnée locale qui appartient à une ou plusieurs VM, et on réplique cette donnée sur les autres nœuds, comme je vous expliquais. Par exemple, le bleu a un réplica ici, le blanc a un réplica ici, le jaune a un réplica ici, le rouge a un réplica ici. Donc, on réplique. Donc, pour chacun des petits bouts de données que j'ai ici sur ce cluster-là, j'ai mon réplica ailleurs. Bien sûr, si ce nœud-là avait aussi d'autres données, si jamais ce nœud-là avait d'autres chunks-là de données qui lui appartiennent, il serait aussi répliqué à travers les autres nœuds. Donc, chacun des nœuds réplique sur les autres nœuds. Et ce nœud-là aurait répliqué sur les autres nœuds. Donc, imaginez-vous que ce disque-là contient tous ces petits bouts de données-là. À savoir que chez Nutanix, on ne fait pas de RAID. On n'a pas de RAID physique. C'est-à-dire ici, j'ai pas de carte RAID qui me construise un RAID 5 ou un RAID 6. Non, mes disques sont montés directement en pass-through. Ça veut dire que mes disques sont directement présentés sans aucune technologie de RAID, sans aucune protection physique, sans aucune parité.
Ils sont montés directement. Comme sur votre PC local, vos disques sont montés directement sur votre operating system. C'est de la même manière. On n'a pas de RAID. Parce que le RAID se fait au niveau des chunklets de data. On a une espèce de RAID 1 au niveau des chunklets de data. Donc, imaginez-vous que je perde ce disque-là. C'est comme si je perdais tous ces tronçons de données-là. Donc, mais heureusement, vu qu'on a distribué ma donnée, qu'on l'a répliquée sur les autres nœuds à travers mon réseau et via une réplication synchrone, eh ben, j'ai toujours le bleu là, le bleu là, le violet là, etc. J'ai toujours mes petits bouts de données ailleurs. Même le cluster Nutanix, tout de suite, sans attendre aucune minute, tout de suite, va se mettre à faire une rebuild, une réparation de mon cluster. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, je suis en danger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en danger. Il me reste uniquement un seul bleu, un seul blanc, un seul orange, un seul jaune. Si jamais je perds, par exemple, le disque 2 du cluster 3, je peux potentiellement perdre la donnée jaune. Et là, c'est pas bon du tout parce que je serais en grand danger car j'aurais perdu un bout de donnée. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce qui va passer le cluster? Il va faire une réparation. Tous les nœuds vont travailler ensemble pour réparer ma donnée. Donc, vu que j'ai répliqué à travers tous mes nœuds vont travailler ensemble pour répliquer ma donnée. Ce qui va vraiment réduire le temps de réparation. Donc, mon cluster a réparé de nouveau ma donnée. Donc là, maintenant, de nouveau, j'ai de nouveau deux rouges, deux jaunes, deux blancs, etc. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que j'avais, dans ce cas de figure-là, j'ai 2 terabytes. J'ai 2 terabytes. Et j'ai un cluster de 4 nœuds, 4 nodes. Et ça me prenait, on va dire, 6 heures pour réparer. Je sais pas, je dis les chiffres grosso modo. Ça me prenait 6 heures pour réparer ces 2 terabytes. Si j'avais ce même 2 terabytes et que j'avais un cluster de 8 nœuds, eh ben là, ça me prendrait plus 6 heures, mais ça va me prendre 3 heures. C'est super important, ça va me prendre 3 heures. Et en fait, on réduit le temps de réparation par 2. Pourquoi? Parce que plus mon cluster est grand, plus mon temps de réplication va être efficace. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on écrit une donnée, je la distribue à travers mon cluster et du coup, j'ai plus de nœuds qui viennent travailler ensemble pour réparer ma donnée. Et ça, c'est unique encore à Nutanix parce que si vous prenez les autres solutions du marché, grosso modo, ils font une copie de 1 to 1. Grosso modo, si jamais j'avais un disque virtuel ici, et si jamais j'avais perdu le second réplica, eh ben, pour réparer ma donnée, on ferait une copie de 1 vers l'autre. Et donc, que j'ai un cluster de 4, de 8 ou même de 32 serveurs, ça n'aurait rien changé car je fais une copie de un serveur vers un autre serveur. Alors que Nutanix, vu qu'on a cette distribution de ma donnée, si mon cluster, par exemple, pour réparer 2 Tera, ça me prenait, avec un serveur de 4 nœuds, ça me prenait 6 heures, et ben si jamais je double la taille de mon cluster, ben je vais diviser par 2 mon temps de réparation. Plus mon cluster est grand, plus j'ai de performance et plus ma réparation est efficace. À garder en tête. Ben, j'ai une bonne question. Combien est le délai nécessaire pour que le cluster démarre la protection? On est différent que les autres solutions. On démarre tout de suite. Dès qu'on voit que j'ai un incident, je répare tout de suite. Je crois que c'est 15 secondes, donc c'est quasiment tout de suite. Pour moi, je retrouve vraiment la seconde près, mais je crois que c'est quelques secondes, le temps que l'analyse se fasse et on démarre la réparation. On me demandait la question parce que on me pose la question combien de temps cela met avant de démarrer la réparation. D'autres solutions attendent 1 heure avant de démarrer la réparation. Mais si j'ai une panne pendant cette heure-là, je peux potentiellement perdre ma donnée. Chez Nutanix, dès qu'on voit qu'il y a une panne, on redémarre tout de suite. On n'attend rien. Voilà. Donc, en termes de réparation, comment ça marche? Voilà. Vu que j'ai réparé ma donnée, imaginez-vous que j'ai le nœud 4 qui a la donnée rouge, jaune et violette. Si je perds ce nœud-là, dans la même idée, il me reste qu'une seule unité de rouge, une seule unité de jaune. Mon cluster va tout de suite détecter qu'il y a une panne. Il va de nouveau créer une seconde copie pour pouvoir assurer une nouvelle panne, qui va me permettre encore d'assurer une nouvelle panne. Par exemple, je peux perdre donc un nouveau disque. Donc voilà, dans ce cas de figure, on peut vraiment avoir des pannes consécutives sans impacter la disponibilité de mon cluster. Uniquement la chose à prendre en compte, c'est uniquement l'espace de stockage, bien sûr, qui doit être là. Si jamais vous avez rempli votre cluster à 100% de stockage, vous n'aurez pas laissé assez d'espace de stockage pour pouvoir créer cette reconstruction de données. Uniquement la chose à prendre en compte, c'est de garder un peu d'espace de stockage pour pouvoir assurer cette reconstruction. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, qu'est-ce que vous aurez dans votre interface Prism? Je vais sauter très rapidement sur la phase de démo. Vous aurez ici critique
Et ça veut dire que là, on est en phase de reconstruction. Et dès que tout est fait, c'est fait complètement automatiquement. Vous n'avez aucune opération à faire. Tout ça, c'est géré par le système. Vous allez recevoir un email. OK, vous avez un disque en panne. Et vous allez recevoir un autre email. Voilà, ma reconstruction de données est faite. Un autre point important, après je vais sauter sur la présentation. Chez Nutanix, on peut appliquer toutes les politiques de compression, de déduplication et d'erasure coding, c'est une espèce de RAID. Que ce soit un cluster qui est en hybride, quand je parle en hybride, c'est HDD plus SDD, ou que ce soit un cluster all flash. On peut appliquer ces solutions-là. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que on peut, avec Nutanix, créer un stockage qui fera uniquement de la compression, créer un stockage qui fera uniquement de la déduplication, créer un stockage qui fera aussi que de l'erasure coding. Et pourquoi? Ça me permettra d'appliquer la bonne politique au bon workload. Par exemple, je pourrais appliquer au serveur Oracle la bonne politique de compression. Parce que si vous prenez n'importe quelle best practice de n'importe quel stockage, même solution d'hyperconvergence, n'importe lequel, il vous dira, pour les bases de données Oracle ou SQL, on vous recommande de désactiver la déduplication. Mais la compression, ça marche bien avec les bases de données, car la déduplication impacte la performance. Donc, avec Nutanix, vous aurez la possibilité d'appliquer la bonne politique d'optimisation de stockage avec au bon type de workload. Entre autres, les bases de données, je pourrais leur donner que de la compression. Mais si imaginez-vous que j'avais un log serveur ou un système de fichiers, etc., là, je pourrais appliquer que de la déduplication. Ou par exemple, si j'avais un autre type de système, Exchange, par exemple, aime bien l'erasure coding, je pourrais appliquer l'erasure coding. Mais je peux aussi les combiner. Hein. Je pourrais avoir que de la compression avec la duplication, je pourrais avoir que de la compression avec l'erasure coding. Voilà. Donc, juste pour vous dire que vraiment, Nutanix va vous donner la flexibilité d'appliquer n'importe quel type d'optimisation de stockage selon le type de workload. Et de nouveau, je le répète, on peut appliquer les politiques de compression et de duplication, que ce soit de l'hybride ou que ce soit du all-flash. Ça, je le répète parce qu'en fait, je crois qu'on est quasiment les seuls à le faire. On peut faire de la compression et de la duplication, que ce soit de l'hybride ou du full flash. Je crois que quasiment toutes les solutions du marché sont obligées d'aller full flash pour pouvoir faire de la compression de duplication. Mais imaginez-vous que vous avez imaginez-vous peut-être, OK, vous faites de l'acquisition, un cluster all flash, mais que prochainement, vous avez besoin de déployer un serveur de fichiers. Eh ben, déployer un serveur du fichier sur une solution all flash, parce que vous ne pouvez pas étendre votre serveur avec autre chose que du all flash, c'est un peu embêtant. Nutanix, vous aurez cette flexibilité. Vous pourrez démarrer avec la compression. Vous pourrez démarrer votre cluster avec un serveur all flash et étendre votre cluster avec un serveur hybride. Je vais répondre aux questions d'ici quelques minutes. Voilà. Donc, dernier point. Ça, c'est un peu les slides de Nutanix, dont je les ai copié-collés, mais ce que je veux rappeler, c'est que on a une certaine flexibilité. Donc, vous pourrez avoir l'hyperviseur de votre choix. Entre autres, vous pourrez déployer l'hyperviseur Hyper-V, l'hyperviseur VMware ou l'hyperviseur Nutanix. Vous pourrez avoir le hardware de votre choix, ce qui est très important. On est aujourd'hui, tous les serveurs du marché tous les constructeurs de serveurs sont certifiés sur Nutanix. Bien sûr, c'est des serveurs dédiés, hein, c'est des serveurs certifiés qui ont le bon type de disque, le bon type de firmware qui a été testé pour s'assurer de la haute disponibilité de la solution. Mais toutes les solutions aujourd'hui tous les constructeurs de serveurs aujourd'hui du marché ont des nœuds certifiés pour Nutanix. Je vais sauter à la phase démo, c'est très important. On va revenir, je vais récupérer juste le login mot de passe pour mon interface. Donc ça, c'est quoi? C'est l'interface Prism que je vais vous présenter. C'est là, en fait, où vous allez gérer votre solution d'hyperconvergence. C'est là où vous avez déjà là. Par exemple, là, je suis connecté à une contrôleur VM. Si je me connecte à n'importe quel des contrôleurs VM, je vais avoir exactement la même solution. Donc là, on voit quoi? On voit que j'ai un hyperviseur qui est ESX. J'ai déjà pas mal d'informations sur mon nœud. On voit que j'ai un serveur de 3 nœuds. Voilà le modèle, le nombre de VM, l'utilisation CPU, etc. Si je veux déployer un stockage, j'ai déjà fait cette démo qui était similaire lors du précédent webinaire, mais je vais la refaire très rapidement. Si je veux déployer un nouveau type de stockage, je vais uniquement je vais aller dans stockage, créer mon stockage, je vais appeler par exemple compression et dédupe, par exemple compression et dédupe, et je vais lui donner la politique compression et déduplication.
Voilà. Et à partir de là, boum, là, il me dit juste que j'ai pas le bon niveau de licensing. Normal, c'est une plateforme de démo. J'ai pas appliqué de licence. Mais je pourrais combiner toutes les politiques d'optimisation de stockage. Euh, donc là, par exemple, je pourrais avoir que de la compression. Bien sûr, on n'applique pas les politiques de compression de duplication pour le fun. On les applique vraiment avec un réel use case. Par défaut, nous, on recommande quoi? On recommande inline. Ça veut dire que dès que j'écris une donnée, à la volée, je la compresse et je l'écris. À la volée, j'écris, ma donnée tombe, je la compresse et je l'écris. Pourquoi on recommande du inline? Parce qu'en fait, les études vraiment ont montré que le temps de compression et décompression est tellement infime que ça n'impacte pas du tout la latence, le temps d'accès au disque. Donc c'est même pour ça que même pour les bases de données, on recommande d'appliquer compression. Et ce qui dit compression, on dit qu'on pourra mettre encore plus de données dans les SSD et avoir encore une meilleure performance. Donc voilà, donc j'ai vraiment cette granularité. Et à partir du moment où si je fais ça, je vais appeler par exemple compression et déduplication, je vais faire save. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai mon stockage qui va se faire là et qui va se présenter normalement à un moment donné automatiquement à mon serveur, à mes serveurs de virtualisation. Comme vous voyez, voilà, automatiquement, j'ai mon data store qui est monté à tous les serveurs. Hein. Donc là, j'ai compression et déduplication et que je me connecte à chacun des ESX, je le vois, compression et déduplication. Donc là, vous l'avez bien vu, hein, j'ai du Nutanix avec une solution VMware. Comment ça marche? Eh ben, si je vais sur un des serveurs, je vais dans VM. Qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir une ou plusieurs VM, mais surtout sur chacun des serveurs, j'ai cette contrôleur VM, j'ai cette CVM. Et sur chacun des serveurs, j'ai une CVM qui vient offrir cette fonctionnalité d'hyperconvergence. Comment ce stockage-là est monté? Ce stockage-là est monté à travers le protocole NFS. Si je peux faire un propriété de mon disque, je vais pouvoir voir qu'il est monté à travers une adresse locale. Grosso modo, chacune, là, limite, ça mériterait un V2 de deep dive pour aller encore plus loin. Dites-le nous si jamais vous voulez aller encore plus loin sur l'hyperconvergence Nutanix, on peut aller encore plus loin, expliquer les métadonnées, etc., la protection, comment ça marche avec les différents services. Avec grand plaisir, on pourra le faire. Grosso modo, chacune des CVM va se charger de monter, de faire monter le data store à son propre hôte. Grosso modo, la CVM qui tourne sur cette host-là, donc celle-ci, va se charger de lui monter en local le data store. Je ne vais pas aller plus loin via le protocole NFS. C'est présenté via un protocole NFS. Je ne vais pas aller plus loin. C'est une session deep dive. Je vais donner un petit peu plus à manger, mais il faudra à la limite aller un peu plus loin pour vous expliquer comment marche exactement la CVM avec les IP, etc. internes. Donc, toutes les CVM présentent leur stockage aux différents ESX du cluster via le protocole NFS, et je crée un stockage ici, il est automatiquement monté ici. J'ai encore un peu de temps, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette data localité. J'ai une autre plateforme de test sur laquelle j'avais monté une VM, j'espère qu'elle est toujours disponible. C'est une plateforme de test sur laquelle je dois me déloguer et me reloguer. Excusez-moi, je fais un sign out. C'est une autre plateforme de test sur laquelle j'avais déployé une VM. J'espère qu'elle est toujours là. C'est une plateforme de test qui est partagée par tous les administrateurs. Bizarre. Ok, ça marche un instant. C'est les aléas du direct. Il ne manquerait plus que je tape mon mot de passe en clair. Voilà, donc on se log. Allez. Donc là, en fait, ce que je voulais vous présenter, j'espère que ça va marcher, hein, parce que là, c'est une plateforme de test générale à tout le monde. J'espère que je l'ai créé juste avant le webinaire. J'espère que ma VM n'a pas été touchée parce que c'est toute la Terre en fait qui se connecte plus ou moins en même cluster pour faire des tests. Donc voilà. Donc je vais aller dans ma VM. Là, ce que je voulais vous montrer, j'avais créé une VM qui s'appelle Alform. Est-ce qu'elle y est toujours? Elle n'y est plus. Bon, je l'ai plus ma VM malheureusement. Je voulais montrer un petit peu qu'est-ce que c'était la data localité, qu'est-ce qu'elle permettait d'offrir la data localité. Bon, j'avais créé une VM Alform. Malheureusement, c'est une plateforme de test mutualisée. Donc, je pense au bout d'un certain moment d'inactivité, la VM est supprimée. Donc, je voulais vous montrer, prouver vraiment la data localité. Grosso modo, j'allais mettre beaucoup d'IO sur cette VM et vous montrer en fait que quand je fais des lectures, quand je fais des écritures, eh ben, je vais voir le trafic
le trafic de ma carte réseau physique et de je voir que beaucoup de données sortent de cette carte réseau parce que je fais des écritures. J'écris localement et ensuite je distribue ailleurs. Et quand je fais de la lecture, eh ben, vu que je fais que de la lecture, je récupère ma donnée que locale et j'ai aucun trafic dans ma carte réseau locale. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pourrais vous la montrer lors d'un prochain webinaire. Donc voilà, donc je vous ai présenté maintenant, je vous ai présenté que voilà la relation que je peux avoir du Nutanix avec du VMware, très important vraiment. Vous pouvez avoir du Nutanix avec du VMware et avoir, si jamais vous êtes très VMware, eh ben vous pourrez avoir toutes les solutions VMware du marché, NSX, Virtualized Automation, etc. Tout ça marcher avec l'hyperconvergence Nutanix, ça ne pose aucun problème, car en réalité, c'est quoi le besoin pour que NSX marche et Virtualized Automation marche? C'est le besoin d'avoir l'hyperviseur ESX, c'est tout. Et vu qu'ici, j'ai ma solution SDS Nutanix qui est fournie par Nutanix, tout le reste, l'hyperviseur ESX, donc pour toutes les couches supérieures, Virtualized Automation, NSX, tout le reste fonctionne très bien. Je vais vous montrer potentiellement aussi le dashboard de questions. Ah non, il me reste que 10 minutes pour les questions. Ça va très vite, hein, 1 heure. Je vais répondre à vos questions. Je vais ramener ma fenêtre pour être cancel. Je ne vais pas enregistrer ça. Delete, c'est pas un mot. Pas ça. Je vais ramener ma fenêtre de questions-réponses ici. Ah, je vais arrêter le partage, désactiver le partage pour pouvoir répondre à vos questions-réponses. Je vois que j'ai quelques questions. On commence. Quelle est la meilleure méthode de sauvegarde des VM avec Nutanix? Quel que soit l'hyperviseur, en fait, c'est la solution, on va dire. Il faut que ce soit une solution certifiée du marché. Vous avez des solutions Veeam, IQ comme Vault, Veritas, etc., qui sont certifiées Nutanix, quel que soit l'hyperviseur, hein, AHV ou VMware. Après, selon, on va dire, la solution de sauvegarde, il y a des recommandations. Par exemple, si je prends Veeam, on va parler de Direct NFS. Ça veut dire qu'on va monter directement le data store NFS directement dans la solution Veeam de sauvegarde et Veeam va se charger de ça. Mais n'hésitez pas, on a un best practice pour Nutanix, on a un best practice Veeam, on a un best practice IQ, on a un best practice Veritas comme Vault, etc. C'est ultra important d'aller vérifier la best practice le best practice de la solution de backup. Hop. Quelle est la meilleure de sauvegarde? Ok, j'ai déjà répondu. J'ai terminé la réponse. J'ai répondu. Est-ce qu'il y a un système de sauvegarde de snapshot de VM intégré à Nutanix? Si oui, comment fonctionne-t-il? Si on peut sauvegarder ces VM de données sur une bête de stockage disque NAS classique connecté à l'infrastructure Nutanix. La question, c'est grosso modo, est-ce qu'il y a un système de sauvegarde intégré à Nutanix? Je vais dire oui ou non. On a un système de snapshot, donc on peut faire des snapshots automatisés, donc c'est une espèce de sauvegarde interne. Donc on peut faire des snapshots et revenir à n'importe quel moment sur ce snapshot. Mais je dirais non, c'est pas un système de sauvegarde, parce que pour moi, une réelle sauvegarde, c'est que même si demain, quelqu'un rentre, pique mon serveur, part avec, ou j'ai de l'eau qui tombe dessus et que j'ai mon serveur qui brûle intégralement, eh ben, je dois avoir la capacité de restaurer ma donnée. Mais vu que c'est des snapshots et que les snapshots se trouvent local à mon cluster, je ne pourrais pas les restaurer forcément. Donc, pour moi, un réel système de sauvegarde doit être extérieur au VM sauvegardé. Donc, répondre à ta question, on peut faire des snapshots, mais on ne peut pas externaliser ces snapshots-là sur une bête de stockage externe ou NAS, etc. Pour cela, il vous faut un système de sauvegarde. Veeam, IQ, Veritas ou comme Vault. En fait, si jamais vous utilisez l'hyperviseur VMware, bah, c'est toutes les solutions de sauvegarde certifiées avec VMware qui fonctionnent avec Nutanix aussi. Si vous partez sur de la HV, bah, c'est les systèmes de sauvegarde qui sont certifiés avec HV. Si vous partez sur de l'Hyper-V, bah, c'est les solutions de sauvegarde qui sont certifiées avec Hyper-V. J'ai beaucoup de questions sur la sauvegarde. Je vais un petit peu les. Amine, je pense que tu as pas mal de questions vraiment dédiées sur la sauvegarde. Donc n'hésite pas à m'écrire. On peut en parler ensemble. Parce que là, je peux me poser 4-5 questions de sauvegarde. Je pense qu'on va pas trop focaliser. Je pense que je vais répondre à toutes questions avant. En cas de la compression, est-ce qu'on perd en performance au niveau des lectures-écritures? Très bonne question. J'ai répondu très rapidement. Non. Quand on fait de la compression, vraiment le delta est tellement infime, mais vraiment tellement infime
que en termes de temps de compression des duplications, qu'on perd pas en performance. Si vraiment vous me dites j'ai une base de données du SAP HANA, mais vraiment un truc de malade qui est in-memory, qui a besoin de faire de la réplication in-memory avec du stockage local, peut-être que je vais te dire commence sans compression. Mais à part ça, je vais te dire non, démarre avec la compression. Parce qu'on vraiment recommande pour du SQL, du Oracle et même des bases de données très performantes. Et SAP HANA, par exemple, qui est une solution certifiée avec Nutanix, ils sont en train de la qualifier pour aussi avoir la compression pour vos données. Donc, très rapidement, je vais dire, fais du inline compression, c'est ce qu'on recommande pour tout. François qui me pose une question. Selon votre expérience, quel hyperviseur vous recommandez pour une infra Nutanix? Vraiment, selon mon expérience, là, je vais vraiment dire c'est selon votre besoin. Si vous avez vraiment capitalisé sur du VMware et que vous avez déjà peut-être beaucoup d'automation qui est fait, vous avez peut-être déjà du NSX et que vous n'avez pas envie de tout revoir, eh ben, continuez sur du VMware. Si vous êtes très, très, très qualifié sur du VMware, continuez sur du VMware. Mais je dirais que si jamais vous savez gérer de la virtualisation et vous avez un besoin de virtualisation, bien sûr, avec des solutions d'entreprise, avec de la haute disponibilité, etc. Ben, quand je parle avec des fonctionnalités enterprise, ça veut dire HA, vMotion, etc. Les trois hyperviseurs le font, Hyper-V, AHV et VMware. Donc là, vraiment, jeter un œil par exemple, à AHV, ça mérite le coup. J'ai un webinaire dans 15 jours qui est dédié sur AHV. Et là, je vais vraiment creuser sur AHV et je vais vous présenter vraiment ses forces. Hein. Et c'est force à AHV que c'est vraiment un réel hyperviseur d'entreprise et qui a été prouvé. Par exemple, si je vous parle de SAP HANA, qui est une des bases de données les plus critiques, aujourd'hui c'est certifié avec AHV et quasiment plus de 40% de nos clients tournent sur AHV. Juste pour vous dire que c'est un réel hyperviseur. Donc, pour répondre à votre question, si jamais vous avez beaucoup capitalisé sur VMware, continuez avec VMware, ça marche très bien. Vous pourrez avoir toute la suite avec VMware. Si jamais vous êtes ouvert à changer d'hyperviseur, pourquoi pas jeter un œil sur les autres hyperviseurs et à n'importe quel moment, par exemple, vous pouvez basculer de AHV à VMware et de VMware à AHV sans aucun problème. Donc, restez ouvert. Reste ouvert. Donc, je réponds. Ouais, n'oubliez pas de vous inscrire au second webinaire qui va venir dans 15 jours, dédié sur AHV. Dédié sur AHV. Une autre question, démarrer la question. Si deux nodes de données principales et la copie seront en panne au même temps. Ça, c'est la problématique. C'est la même question que je te poserai la question. J'ai une très bonne question de Mariam qui me dit, si j'ai deux nodes simultanément qui tombent, je vous ai expliqué que quand j'écris une donnée là, je la réplique sur l'autre nœud. Et si comme par hasard, j'ai le même chunklet de data qui se trouve sur deux nœuds, ces deux nœuds là sont tombés en panne, et ben là, j'ai pas forcément mon cluster ne tombe pas forcément en panne, pas forcément rentable, mais je peux potentiellement perdre ma donnée. Mais c'est un peu la même question que si jamais je vous dis, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai mes deux têtes de stockage qui tombent en panne? Si j'ai mes deux contrôleurs de stockage sur ma bête de stockage qui tombent en panne, c'est extrêmement pas de chance. Mais qu'est-ce qui se passe? Je perds l'accès à ma bête de stockage. Si jamais vous craignez vraiment ça, eh ben vous avez la possibilité de faire 3 copies. Là, je vous ai présenté la solution d'avoir 2 copies, une copie principale et un second réplica, et vous avez la capacité de faire du RF3, ça veut dire d'avoir 3 copies. Ça veut dire de pouvoir assurer 2 pannes simultanées de 2 nœuds simultanément. Bien sûr, l'impact derrière, c'est que vous allez consommer 3 fois plus d'espace de stockage. Mais là, c'est vraiment si vous voulez prévenir contre perdre 2 nœuds simultanément. Je pense que j'ai répondu à ta question. Merci Mariam pour ta pertinente question tu as vraiment bien suivi le truc. Donc, une question, si j'ai bien compris, CVM remplace le vSAN de VMware. On va dire voilà, le vSAN c'est une kernel, c'est un tas de kernel, et la CVM c'est une VM supplémentaire. C'est cette CVM là qui va nous permettre d'être multi-hyperviseur. Vu que le vSAN c'est à l'intérieur du kernel ESXi, forcément, c'est à l'intérieur du kernel ESXi, on peut fonctionner qu'avec du VMware. C'est vu que nous on a exporté cette fonctionnalité de SDS, de HCI à l'extérieur de l'hyperviseur, c'est ce qui nous donne cette flexibilité d'être multi-hyperviseur. Mais oui, la CVM, ce qu'on appelle aussi AOS, Acropolis Operating System, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette solution d'hyperconvergence. Eh ben, j'ai plus de questions. Je peux revenir à tes questions, du coup, Amine. Est-ce que Backup Exec de Symantec Amine me demande, est-ce que Backup Exec, je sais pas, moi j'ai un gros zoom, parce que je suis de ma souris. Est-ce que Backup Exec est certifié
non, pas Backup Exact exactement. Non, Backup Exact est certifié avec VMware, est certifié avec Hyper-V, et n'est pas encore certifié avec AHV. C'est en cours, c'est en cours. Mais grosso modo, on certifie pas la solution de sauvegarde avec Nutanix. On certifie la solution de sauvegarde avec l'hyperviseur. C'est important de le rappeler. N'importe quelle solution de sauvegarde qui est certifiée VMware est compatible avec l'hyperviseur de votre choix avec l'hyperviseur de votre choix. Si vous êtes parti sur du VMware, c'est toutes les solutions de sauvegarde compatibles avec VMware qui sont certifiés. C'est vraiment ce qui est important de ne pas focaliser sur du Nutanix, mais c'est l'hyperviseur qui est certifié, pas la solution de SDS. J'ai une nouvelle question. Est-ce que j'ai répondu? Non, j'ai encore d'autres questions, excusez-moi. Hop. Attendez, j'ai une nouvelle question, je la cherche. Voilà. Si une VM sur un nœud Hyper-V peut passer vers un nœud, est-ce que une VM qui se trouve sur un nœud Hyper-V peut passer vers un nœud VMware? Déjà, dans un cluster, on a les mêmes hyperviseurs. Dans un même cluster Nutanix, vous avez les mêmes hyperviseurs. Si vous démarrez du VMware, vous n'avez que du VMware, sauf exception pour ajouter des nœuds de stockage, mais ça mériterait un autre discours. Mais si vous démarrez avec de l'AHV, vous allez avoir que de l'AHV dans votre cluster. Donc, si vous avez que de l'Hyper-V, eh ben, tous vos nœuds vont être que de l'Hyper-V. Tous vos nœuds vont être de l'Hyper-V. Donc, grosso modo, si vous êtes l'Hyper-V, votre VM ne pourra pas passer vers un autre nœud. Il y a des moyens de migrer sans aucun problème votre VM d'Hyper-V vers un autre nœud externe VMware, mais ça ne regarde pas Nutanix. C'est des histoires d'hyperviseur. Il y a des outils qui permettent de migrer Hyper-V vers un autre nœud VMware. Mais ça, c'est external à Nutanix, parce que Nutanix, dans notre histoire, fournit l'hyperconvergence, encore une fois, fournit l'agrégation des disques, mais fournit pas toute la stack de virtualisation. Sauf si vous partez avec AHV. AHV, Nutanix vous fournira toute la stack, grosso modo, de la solution SDS, HCI à l'hyperviseur, mais si vous choisissez un autre hyperviseur, c'est un autre hyperviseur, Nutanix vous offrira la solution SDS. Et après, c'est la solution d'hyperviseur de votre choix qui offrira les possibilités ou limitations. Est-ce que le hardware vendu par Nutanix est fiable lorsqu'on a 3 serveurs sur le même nœud? Tout à fait fiable. En fait, on a du hardware Nutanix, on peut partir sur Nutanix, du Lenovo, du Dell, du HP, etc. Le hardware Nutanix, c'est du super micro. Derrière, en fait, c'est du serveur super micro. C'est un constructeur de serveurs qui a prouvé depuis des années, et c'est un serveur très fiable. Après, vraiment, quand on parle de solution SDS, vraiment, il faut prendre maintenant aujourd'hui le hardware comme, on va dire, du power horse, comme de la puissance de calcul. Et après, vraiment, la résilience va se jouer au niveau du logiciel. Il faut vraiment creuser qu'est-ce que le logiciel vous permettra va vous offrir comme résilience. Le hardware du hardware, parce qu'en réalité, sur un serveur, vous avez du disque Samsung, vous avez du disque Intel, vous avez des CPU Intel ou AMD. C'est une combinaison de différents hardware en réalité. Après, c'est vrai que l'intégration joue, mais vraiment prendre le hardware comme une puissance de calcul. Et pour répondre, oui, le serveur Nutanix, c'est du serveur super micro qui ont vraiment prouvé aussi d'être des serveurs robustes et faire fonctionner de la virtualisation et de la production. Si c'est possible d'expliquer comment Nutanix traite les demandes d'écriture aléatoire ou continue. Ah, ça c'est V2. Ça va me demander. On me demande comment Nutanix traite les possibilités des écritures random et séquentielles. Donc je pense qu'on fera un deep dive 2 potentiellement pour pouvoir creuser ce point-là. Mais ça méritera encore 5-10 minutes et j'ai déjà dépassé mon temps de webinar. Mais très bonne question. Très bonne question. Comment Nutanix traite les demandes d'écriture aléatoire? C'est la même question. Terminer la question, j'ai déjà répondu. Est-ce que j'ai une autre question? Est-ce que Prism est réellement simple pour montrer une compétence lorsqu'on connaît VMware? Oh, c'est super simple. Est-ce que j'ai toujours Prism? Est-ce que Prism est vraiment simple pour pouvoir gérer mes demandes? Donc, même si jamais j'avais… ça a vraiment été simplifié au maximum, Prism, pour pouvoir gérer. Si jamais je veux créer ma VM, par exemple, si là je suis sur AHV, par exemple, si je voudrais créer une VM, je fais juste ici créer une VM et je mets mon nom de ma VM, mon vCPU, ma mémoire, etc. Mes disques, mes cartes réseau, etc. Pas plus ni moins. On a vraiment essayé de simplifier l'architecture. Il suffit juste qu'on soit un petit peu habitué à la virtualisation, connaître les concepts d'une VM, qu'il lui faut une disque, qu'il lui faut un virtual disque, qu'il lui faut
qu'il lui faut un virtual disk, qu'il lui faut une carte réseau, du CPU, etc. Et on est bon. Les graphes de performance sont super bien faits. Si je vous prends par exemple, je vais prendre un peu d'activité, on va dire, sur une VM qui fait un peu d'activité, qui fait un peu de bandwidth. Par exemple, cette VM-là qui fait un peu d'activité, on a vraiment sur une seule page toutes les métriques qu'il me faut. L'utilisation du virtual CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation des IOPS, la bandwidth, le CPU ready, etc. Pareil pour, on peut aller encore plus loin dans les métriques. Vraiment, tout a été fait pour être vraiment simplifié. On a vraiment des métriques très très avancées. Je les avais commenté lors du webinaire précédent, donc n'hésitez pas à y retourner. Mais on a vraiment une vue très 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 avancée de comment sont faits mes métriques. On peut voir exactement quelles sont la taille de mes block size de chacune de mes lectures écriture, pas de chacune, excusez-moi, une moyenne de la taille de mes blocs pour la lecture, pour l'écriture. Quelle est la latence? D'où est-ce que vient mes lectures? Ici, on voit que ma lecture vient principalement du caching de ma CVM. Est-ce que je fais plus de séquentiel? Est-ce que je fais plus de random? Ça a été vraiment bien fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si j'ai passé beaucoup de temps sur VMware, je me retrouve plus facilement aujourd'hui avec un jeu avec un peu d'expérience que sur VMware, où des fois, on doit aller un peu de fonctions avancées à avancer. Après, c'est vrai que si jamais des fois, vous avez besoin de fonctions très avancées, comme vous avez besoin de fonctions très avancées, vu qu'on a essayé de simplifier au maximum aussi l'interface, eh ben, potentiellement, vous n'allez pas la trouver. Mais pour la faire, ces fonctions avancées-là, il faudrait lancer LI. On a les lignes de commande pour aller, par exemple, je ne sais pas si vous voulez appliquer une politique de NUMA pour dire que je veux que ma VM utilise deux nœuds NUMA différents. Ben là, il va falloir mettre un peu de coup de CLI parce qu'on a un petit peu caché cette complexité sur cette interface-là. Hop. Voilà, mon interface est là. J'ai terminé la question. J'en ai une autre. Est-ce qu'on aura une formation disponible prochainement sur la fin? J'adorerais, j'aimerais beaucoup. Je suis très pris malheureusement. Je ne vais pas vous gâcher. J'adorerais. J'espère vraiment, j'espère pouvoir la faire parce qu'on me pose la question depuis très longtemps. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Mais j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que j'ai d'autres questions qui méritent d'être répondues? Merci pour votre temps. Est-ce que j'ai un sondage qui est posé? Oui. N'hésitez pas à répondre au sondage, s'il vous plaît, c'est très important. Pour quand est-ce que cela vous convient le mieux pour faire un webinar, aussi l'horaire. Nous, ça nous aide aussi à positionner le meilleur timing. Je vois tous vos échanges sur Alform. Merci de votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Moi, c'est @vroomblog.com. Suivez, s'il vous plaît, la page Alform. Alform fait beaucoup de choses pour vous. Hein. Vraiment, me met de la pression pour me faire vraiment me sollicite pour vous donner ces webinaires-là que je fais avec plaisir. Elle essaie vraiment d'animer cette communauté-là. Suivez Alform, c'est très important. Pour moi, c'est la meilleure plateforme francophone de training. Donc, soutenez-la, suivez-la sur les différents liens. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour nous avoir suivis. Et à très bientôt. Et écrivez à Alform si vous souhaitez une formation V2. Écrivez sur Facebook ou sur Facebook ou sur YouTube. Si vous souhaitez une formation deep dive encore plus loin V2 pour expliquer le random, le séquentiel, comment ça marche, etc. Le IOPAF de manière plus avancée. Merci à vous et n'oubliez pas, NSL, Never Stop Learning. On continue d'apprendre sur ce merveilleux monde de l'informatique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pour les Français, restez confinés. Moi, je suis pas confiné. Et prenez soin de vous. Bye.